Bien, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ces quelques minutes de retard, c'est les joies du direct. La semaine de la dénutrition bat son plein depuis le 12 novembre, donc des manifestations partout en France et aussi compte tenu bien évidemment du contexte, une série d'événements numériques dématérialisés, dont les webinaires organisés par le collectif de lutte contre la dénutrition. Après le lancement le 12 novembre depuis le ministère de la Santé et des Solidarités avec l'intervention de la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Après vendredi, un premier webinaire passionnant. Vous étiez déjà très nombreux à nous suivre en live et désormais, vous pouvez y assister en rediffusion. Le premier webinaire qui portait sur dénutrition et Covid. Nous avons plaisir à nous retrouver donc aujourd'hui pour parler d'un thème essentiel, passionnant, la question de la dénutrition et des personnes âgées. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les trois intervenantes d'aujourd'hui. Agathe Reynaud-Simon, qui est une des chevilles ouvrières du collectif de lutte contre la dénutrition, qu'elle a fondé avec le professeur Éric Fontaine et Joseph John Baranès et plein d'autres qui font tourner cette belle association. Agathe Reynaud-Simon est chef de service de gériatrie à l'hôpital Bichat. Elle est par ailleurs présidente de la Fédération française de nutrition. Le docteur Laure Cloarec, qui est directrice de la politique de santé et de soins dans cette belle association gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux qui est ADEF Résidence. Et enfin, Luce Jean-Baptiste, qui est diététicienne nutritionniste à la Pitié-Salpêtrière. Moi, je ne dis pas grand-chose. Je vous remercie toutes les trois. La règle du jeu, vous la connaissez. Vous pouvez nous poser des questions via Vimeo avec le petit onglet questions-réponses qui est en haut à gauche ou en haut à droite, ça dépend de votre appli. Et sur Zoom, pour ceux qui nous regardent sur Zoom, à travers Q et R, le question-réponse. Mais vous connaissez ça parfaitement. Agathe Reynaud-Simon, quelques données, quelques chiffres sur la dénutrition. Et puis, on parlera aussi de dénutrition à domicile. Je remercie donc Ludmilla Charlier du collectif qui assure avec les équipes ici de notre partenaire Idealco, que je remercie pour son accueil à nouveau. Voilà, c'est à vous, mesdames. Merci beaucoup, Jérôme. Merci aussi à Laure et à Luce d'être là aujourd'hui avec moi. Oui, on va dire d'abord un mot sur la fréquence de la dénutrition chez les personnes âgées. Vous savez que la dénutrition, ça concerne 2 millions de personnes en France. Eh bien, parmi ces 2 millions, eh bien, il y en a presque peut-être 1 million qui sont des personnes âgées. Alors, les personnes âgées, elles peuvent être à domicile, elles peuvent être à l'hôpital et elles peuvent être en EHPAD. Le plus souvent, fort heureusement, elles sont à domicile. Et dans cette population-là, c'est 5 à 10% des personnes âgées qui sont dénutries. S'il y a des aides professionnelles, cette prévalence, elle augmente à 25%. À l'hôpital, on peut être à 50% de dénutrition chez les personnes âgées dans tous les services confondus et en EHPAD, plutôt 35%. Alors, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes qu'on soit à domicile, à l'hôpital ou en EHPAD. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ludmilla, merci. Alors, à domicile, on estime qu'il y a environ 400 000 personnes âgées dénutries. Alors, c'est une population qui est hétérogène. Vous avez des gens qui vont très bien, des gens qui sont dépendants, des gens qui sont en surpoids, des gens qui sont maigres, des gens qui sont malades. La question, en fait, c'est surtout comment on identifie ces personnes âgées à domicile sur le plan nutritionnel. Et la réalité, c'est qu'actuellement, ces personnes âgées dénutries à domicile sont très insuffisamment dépistées. Pourquoi est-ce qu'il faut les dépister? Eh bien, parce qu'on va pouvoir identifier précocement des personnes qui sont à risque de perdre de l'autonomie, à risque de présenter des complications, à risque d'être hospitalisées. Et donc, c'est ces personnes-là qu'il faut identifier pour prendre très précocement en charge et prévenir tous ces événements désirables. Comment on fait? Eh bien, on pèse. On pèse régulièrement à domicile. Elles sont peut-être insuffisamment pesées, elles se pèsent probablement insuffisamment. Dès qu'on perd un peu de poids, plus de 3 kilos, c'est déjà un signe d'alerte. L'objectif pour les personnes âgées à domicile, c'est de garder un poids stable. L'autre point, c'est de manger suffisamment.
Quand on vieillit, on a tendance à perdre ses muscles, donc il faut manger suffisamment de protéines pour garder ses muscles. Et donc, on recommande de manger de la viande, des œufs ou du poisson 2 fois par jour, ce que beaucoup de personnes âgées ne font pas encore, et des laitages 3 à 4 fois par jour. Et pour garder ses muscles et son autonomie, c'est important aussi de garder une activité physique, ce qu'on peut tous les jours, en faisant quelque chose qui peut vous faire plaisir aussi. Prochaine diapositive. Chez les personnes âgées avec aide professionnelle à domicile, on est déjà le plus souvent rentré dans la perte d'autonomie. Et là, cette perte d'autonomie, elle est là parce qu'on a des maladies. Et si on est à la fois un peu dépendant et un peu malade, eh bien, le risque de dénutrition augmente. On est plutôt à 25% de dénutrition. Et là, l'enjeu, c'est vraiment la sensibilisation de l'entourage personnel. L'enjeu, c'est aussi la formation des aidants professionnels. Et donc, en suivant, on va vous montrer une petite vidéo qui a été faite pour former les professionnels à domicile. Prochaine diapo. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? À l'hôpital, l'enjeu, finalement, il n'est pas tellement celui du dépistage, parce que si une personne âgée sur 2 est à l'hôpital entourée de professionnels de santé, eh bien, normalement, ce n'est plus une question de dépistage. Là, c'est une question vraiment d'identifier la sévérité de la dénutrition. À l'hôpital, soit les gens sont à risque de dénutrition, soit ils sont dénutris, soit ils sont sévèrement dénutris. Pourquoi est-ce qu'ils sont si souvent dénutris? Eh bien, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont immobilisés. Et quand on est immobilisé, on perd ses muscles. On n'a pas faim. On n'a pas faim parce qu'on est malade. On n'a pas faim parce que l'alimentation à l'hôpital, ce n'est pas toujours très plaisant. En tout cas, ça ne correspond pas à ses propres repères. Et puis, l'inflammation qu'on peut présenter avec certaines maladies fait que les muscles sont rongés d'une certaine manière pour essayer de produire des protéines pour essayer de se défendre. Donc, à l'hôpital, on a vraiment la triade infernale pour provoquer de la dénutrition, immobilisation, anorexie, inflammation. Et tout ça, ça va nous faire perdre des muscles. Vous voyez là un muscle à peu près normal, puis un muscle au bout de 10 jours, 15 jours d'hospitalisation. Et cette perte de muscle va entraîner une perte d'autonomie, de mobilité. On sait qu'à l'hôpital, les personnes âgées, dans 35% des cas, vont perdre de l'autonomie et 1 an après, tous n'ont pas récupéré cette autonomie. On a une augmentation du risque de perte d'autonomie et un risque d'infection nosocomiale. Et donc là, si on va nourrir, c'est pour limiter les complications, la perte d'autonomie, les réhospitalisations et les décès. En EHPAD, la situation est encore différente. Ça représente en tout, dans les EHPAD, 730 000 personnes environ à ce jour, dont un tiers est dénutri. Pourquoi est-ce qu'ils sont si souvent dénutris? Parce que c'est une population très âgée, 86 ans en moyenne. C'est une population qui est polypathologique, avec souvent des pathologies qui sont suffisamment graves pour avoir un effet sur la dépendance. Et donc, c'est une population particulièrement fragile, dont on sait que la durée de séjour dans l'EHPAD va être relativement courte. S'ils viennent de domicile, c'est environ 2 ans. S'ils viennent d'un soin de suite et de réadaptation à l'hôpital, c'est 1 an. Et s'ils viennent directement d'un hôpital de court séjour, c'est environ 9 mois. Donc, en EHPAD, l'enjeu, c'est quel est le sens qu'on donne à l'alimentation, comment on procède dans une alimentation collective. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut une alimentation suffisamment riche en énergie et en protéines. C'est une population qui n'a pas énormément d'appétit et donc il faut une alimentation particulièrement dense. Il faut travailler sur la durée du jeûne nocturne, de laisser des personnes très âgées et à risque de dénutrition à jeun pendant des fois 12, 13, 14, 15 heures. Ça n'a pas de sens et c'est très mauvais pour leurs muscles. Et on peut travailler à l'aide de collations parce que les personnes âgées vont volontiers manger plusieurs fois dans la journée plutôt que simplement 3 repas. En tout cas, c'est clair qu'il faut orienter l'alimentation vers le plaisir, la convivialité et en réalité, il n'y a pas beaucoup non plus de bonnes raisons de faire des restrictions diététiques comme les régimes sans sel, diabétiques, sans cholestérol, une fois qu'on est en EHPAD. Alors,
globalement, on va dépister pour prendre en charge. Les objectifs de la prise en charge, soit c'est le maintien du poids ou c'est une prise de poids selon le poids de forme. Et en général, il nous faut 30 à 40 calories kilo-jour pour atteindre cet objectif. Il faut des protéines, au moins 1 gramme kilo-jour, ce que la plupart des personnes âgées ne mangent pas. Peut-être qu'il faut certains nutriments quand il y a des carences en vitamines. Et puis, le plus important aussi pour maintenir ces muscles, c'est de maintenir un certain degré d'activité physique ou au moins une mobilisation précoce et régulière. On sait que cette prise en charge, elle va être efficace. Elle va être efficace sur le statut nutritionnel, ça c'est quelque chose qui a été démontré depuis longtemps. Et puis, plus récemment, on a pu montrer que la prise en charge nutritionnelle, elle allait diminuer le risque d'hospitalisation chez des personnes âgées qui sont à domicile. Ça va diminuer les complications post-opératoires, par exemple, dans la circonstance de la fracture du col du fémur. Ça va diminuer le risque de réhospitalisation quand on a été déjà hospitalisé. Et finalement, ça va réduire le risque de décès. Je vous ai montré ci-dessous le petit graphique de personnes malades, tout âge, en moyenne 73 ans, 50% de plus de 75 ans, à l'hôpital, pour qui on a fait une intervention nutritionnelle dès les premiers jours de leur hospitalisation. Vous voyez que dans les premiers jours d'hospitalisation, il y a peu d'appétit, les apports alimentaires, vous voyez, atteignent 30-40% spontanément des apports alimentaires. Si on fait une prise en charge nutritionnelle, ce sont les bâtons en rose, eh bien vous voyez qu'on peut, dès le début de l'hospitalisation, améliorer les ingestats pour arriver à un plateau de plus de 80% des apports des personnes qui atteignent leurs apports énergétiques. Et ce résultat, en termes d'augmentation des apports nutritionnels, fait qu'un mois après l'admission, on a diminué significativement la mortalité et on a diminué significativement le nombre de personnes qui ont vu diminuer leur autonomie. Prochaine diapo. Alors, je vous propose de regarder un outil que vous pouvez vous approprier. C'est un outil qui a été proposé par Gérondif, qui généreusement l'a donné au collectif de lutte contre la dénutrition à l'occasion de la semaine de la dénutrition. C'est un outil que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Lutte contre la dénutrition, semaine de la dénutrition, et qui a pour objectif la formation des aidants professionnels à domicile. Si une personne âgée nécessite des aides à domicile, dans 1 cas sur 5, elle présente des troubles nutritionnels. Elle a moins d'appétit, perd du poids et se dénutrit. Elle mange de façon insuffisante par rapport à ses besoins. L'alimentation est un pilier de la santé. Une mauvaise alimentation fragilise l'organisme. Des difficultés à se déplacer, des chutes, des fractures et parfois même des hospitalisations. La personne est fatiguée, elle a mauvais moral. Il y a aussi davantage d'infections et une grippe est beaucoup plus grave chez une personne âgée dénutrie. Et pourtant, nous pouvons assez facilement identifier les signes de dénutrition et améliorer la situation par l'alimentation. Quels sont ces signes ? Point numéro 1, un des premiers indicateurs est la perte d'appétit. La personne prend de petites portions, on dit qu'elle a un appétit d'oiseau. Elle peut sauter des repas ou limiter son repas du soir à un potage et un fruit par exemple. C'est insuffisant. Dans la cuisine, ouvrez les portes du réfrigérateur et des placards. Y a-t-il assez d'aliments? Sont-ils encore frais? Point numéro 2. Une personne âgée peut perdre la capacité à faire ses courses et perdre la motivation pour préparer ses repas. Des troubles du goût et de l'odorat aggravent les choses. L'alimentation devient monotone. C'est un risque de dénutrition. La répétition lasse, les mêmes repas, les mêmes aliments.
apprenez à connaître les habitudes alimentaires de la personne âgée pour l'aider à mieux manger. Plus il y aura de diversité au moment d'un repas, mieux elle s'alimentera. Point numéro 3. La perte de poids est le signe le plus important de la dénutrition. Une personne âgée fragile doit être pesée régulièrement, une fois par mois par exemple. Si ce n'est pas possible, vous pouvez observer qu'une personne a maigri. Ses vêtements sont-ils trop grands? La personne âgée va surtout perdre du muscle. Trouvez-vous qu'elle manque de force? A-t-elle du mal à se lever d'une chaise, à monter les escaliers? Le problème, c'est que moins elle se déplace, plus elle va perdre ses muscles. Point numéro 4. Certaines personnes sont aussi gênées par des handicaps. Des mains abîmées empêchent d'ouvrir les emballages alimentaires, de couper sa viande ou éplucher les fruits. Il peut y avoir aussi une baisse visuelle. Il faut les aider au moment de la préparation des repas. Point numéro 5. Pour finir, le fait d'avoir une mauvaise hygiène buccale est aussi un signe de dénutrition. Des dents manquantes, des douleurs, un mauvais goût dans la bouche, un appareil dentaire mal fixé ont aussi évidemment un impact sur l'alimentation. Les signes de dénutrition n'ont plus de secret pour vous. Une simple visite au domicile vous donne l'occasion de repérer une alimentation insuffisante. Observez, questionnez. Pendant les conversations, demandez « Avez-vous bien dormi? Comment va l'appétit? Qu'avez-vous mangé à midi ?» Si vous avez des doutes, parlez-en directement avec la personne âgée, c'est elle la première concernée. Et aussi avec son entourage familial. S'il y a un cahier de liaison, outil de communication, mentionnez ces éléments. Faites aussi remonter l'information à votre employeur ou responsable de secteur, qui peut contacter le médecin traitant. Maintenir l'alimentation chez une personne âgée, c'est un travail d'équipe. Pour vous entraîner, je vous propose de porter une attention particulière à la personne que vous accompagnez. Questionnez-la, observez-la. Visitez ses placards dans la cuisine et le réfrigérateur, sans oublier bien sûr de lui demander son autorisation. C'est bon. Voilà, il fallait qu'on remette le son. Merci beaucoup Agathe pour cette présentation. Bien évidemment, ces enjeux étant surlignés dans le contexte que nous vivons de crise du Covid, mais c'est vrai aussi à l'hôpital. Et donc, examinons maintenant avec Luce Jean-Baptiste les enjeux du dépistage, de la prévention, de la prise en charge de la dénutrition à l'hôpital, la place de l'alimentation à l'hôpital et quelques mots sur la situation actuelle au regard du Covid. C'est à vous, Madame Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, évidemment. Alors, évidemment, moi, je travaille dans un milieu hospitalier et je pense qu'Agathe a été très claire sur tous les enjeux de la dénutrition et sur tous les outils que nous utilisons à l'heure actuelle pour lutter contre cette dénutrition qui, comme vous le disiez tout à l'heure, représente quand même 50% de nos patients âgés hospitalisés. Dans le cadre de l'arrivée d'un patient, il est indispensable évidemment de faire des choses toutes simples. Vous en parliez tout à l'heure à domicile. Mais la première chose, et les premiers auteurs ou les premiers acteurs sont tout le personnel soignant, allant de l'aide-soignant à l'infirmière, aux médecins, aux internes, aux kinés et évidemment aux diététiciens et aux nutritionnistes. Le patient qui rentre est dans un cadre tout simplement d'une pathologie, la plupart du temps d'une chute ou d'un accident. Il est indispensable que ce patient ait la possibilité d'avoir une alimentation saine et surtout de savoir d'où on part. La première chose à faire, c'est de savoir le poids.
Si l'on fait un petit interrogatoire ou un petit questionnement, dès qu'il arrive, on lui demandera quelle est sa taille, quel est son poids. La taille, ça peut aller, encore qu'avec l'âge, on se tasse un petit peu. Quant au poids, ben souvent, le patient n'a pas réellement de mémoire de son poids précédent. Donc, il est vraiment très important de le peser pour savoir d'où on vient, d'où on part, et à partir de ce moment-là, ben, pouvoir tout simplement cibler, c'est-à-dire pouvoir tout simplement voir la perte de poids, s'il y a perte de poids, et pouvoir déterminer exactement les différents enjeux pour le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un patient perd du poids, il est automatiquement déjà ciblé dans une dénutrition plus ou moins importante. Sur l'évaluation justement nutritionnelle systématique, on voit justement les premières choses, c'est le poids, le pourcentage de l'IMC, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bien des patients qui ont un petit IMC, c'est-à-dire un petit poids de départ. Et la deuxième chose, évidemment, qui sera effectuée par nos aides-soignants ou par les infirmières ou par toute personne formée, c'est l'évaluation des apports. C'est-à-dire quelle est la quantité, quel est le volume que le patient mange à l'heure actuelle. Et cela, automatiquement, va nous permettre de savoir d'où on part, c'est-à-dire trouver tout de suite, dès le début, diapo suivante, un diagramme nous permettant d'un dépistage de la dénutrition, toujours par rapport à l'évaluation de la prise alimentaire, l'IMC, et savoir avoir les bonnes aides de décision thérapeutique. Je passerai directement, tout simplement, à un diagramme, le suivant, s'il vous plaît, qui permet tout simplement un arbre décisionnel. C'est-à-dire que la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que le patient est dénutri ou pas? Si le patient n'est pas dénutri, c'est-à-dire s'il mange à peu près la totalité de ses ingestats, à ce moment-là, on le pèsera régulièrement et on pourra, s'il perd du poids, à ce moment-là, changer un petit peu notre fusil d'épaule. S'il n'y a pas de dénutrition et que ces ingestats sont quand même à tendance à se détériorer, à ce moment-là, il est indispensable de mettre en place une alimentation plus enrichie, plus dense en calories, en gardant un volume à peu près similaire. Et je reparlerai tout à l'heure tout simplement de la densité calorique que l'on peut mettre en place. Nous arrivons aussi dans un cas où le patient arrive, comme 50% des cas, avec une dénutrition modérée. Et là, encore une fois, grâce à un outil que je vous montrerai tout à l'heure, on a un ingestat qui nous permet déjà d'évaluer les besoins et de mettre en place une alimentation, une supplémentation, une alimentation artisanale enrichie pour pouvoir, encore une fois, réenrichir et surtout lutter contre la dénutrition. La chose essentielle, c'est systématiquement penser toujours à une réévaluation alimentaire pour éviter tout simplement que tout ce que l'on met en place ensemble tombe un petit peu dans l'oubli. C'est-à-dire que très régulièrement, on rentre dans les chambres de patients et on se rend compte que sur leur table de nuit, on a une espèce de mur de compléments alimentaires, de petites bouteilles, de produits que nous avons mis en place mais qui n'ont pas été consommés. Encore une fois, dans le cadre d'une dénutrition modérée, on peut avoir évidemment des ingestats qui sont encore inférieurs, c'est-à-dire de l'ordre de 50% de ces apports. Et là, si le tube digestif est fonctionnel, là, il va falloir trouver des moyens de réalimenter le patient pour lui permettre de supporter son hospitalisation et pour pouvoir surtout réussir à se soigner. Et là, c'est vrai que souvent, on a quelques réticences à mettre en place pour des personnes d'un certain âge de la nutrition entérale qui est pourtant quelque chose d'essentiel, sachant que moins un patient mange, moins il aura envie de manger et qu'on se retrouve un petit peu dans une spirale infernale de dénutrition. Et là, encore une fois, si le tube digestif n'est pas fonctionnel, on peut, à ce moment-là, pouvoir se diriger vers une nutrition parentérale qui est quelque chose d'un petit peu plus lourd, de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus risqué. Je vais arrêter les diapositives pour vous montrer un petit peu les outils que nous utilisons pour justement lutter contre cette dénutrition. Nous utilisons depuis déjà quelque temps, tout le monde la connaît, cette petite réglette qui permet tout simplement d'évaluer, c'est ce qu'on appelle le CFI, c'est-à-dire le score d'évaluation facile des ingestats, pour permettre tout simplement au patient déjà, lui-même, par lui-même, ou encore par l'intermédiaire de sa famille, à le situer et à voir s'il arrive à manger ou pas. Donc, le premier
outil, l'un des premiers outils que nous pouvons utiliser, c'est aussi ces petites réglettes. Dans un deuxième temps, je vous parlerai aussi pour les aides-soignants ou pour les soignants tout simplement, quand on a la taille et le poids, il est indispensable évidemment de pouvoir calculer l'IMC qui nous donne déjà des informations essentielles sur l'état nutritionnel du patient ou les risques qu'il encourt automatiquement. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont un petit peu des informations que tout le monde, je l'espère, met en route ou met en place. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le soin nutritionnel doit être personnalisé et adapté à chacun des patients. Le patient doit se sentir un petit peu unique. C'est-à-dire que l'évaluation systématique des apports, c'est quelque chose d'essentiel, mais avant tout, il faut aussi que le soignant soit conscient de son importance dans cette recherche. Ça me rappelle toujours un petit événement. Je faisais de la formation il y a quelques années à un aide-soignant, à des aides-soignants et des infirmiers qui me disaient « mais nos patients ne sont absolument pas dénutris ». Pourquoi il me disait ça? Parce que tout simplement, par habitude, il donnait à manger. Il savait qu'il donnait à manger. Mais la grande problématique, c'est que quelquefois, par habitude, par manque de personnel, par manque de temps, on peut retirer le plateau et ne pas se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, les aliments restent de plus en plus présents sur le plateau, que le patient, on a l'impression de le soigner, mais en même temps, on est dans une phase où une anorexie se met en place. Donc, la seule façon pour l'instant, en tout cas de le détecter, c'est certes le poids, mais aussi la bienveillance et la vigilance de toute personne en contact avec le patient. Ça veut dire aussi que ça rentre les aides-soignants, les infirmières, les médecins, les internes, les externes, les kinés, qui, eux, systématiquement stimulent les patients pour leur permettre justement de pouvoir bouger et que cette alimentation et que ces soins leur permettent de maintenir leur état musculaire. Mais avant tout, c'est une histoire de solidarité. Il faut y croire pour pouvoir avoir la force d'avancer. Les prescriptions, automatiquement, quand on a justement par rapport à notre arborescence, si vous voulez, il faut cibler automatiquement ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que cette adaptation personnalisée, c'est-à-dire avoir le patient en face de soi. Pourquoi ne mange-t-il pas? Est-ce que c'est lié à la maladie? Certes, vous avez automatiquement ce qu'on appelle un hypercatabolisme lié à la maladie. Ça veut dire aussi que ça peut être une solitude, ça peut être la suite d'un accident. En ce moment, je vous parlerai souvent des problèmes de Covid, de solitude, même si à l'heure actuelle, on a adapté la structure, c'est-à-dire qu'on peut accepter qu'un patient ait une visite par jour. Mais tous ces événements sont quand même extrêmement importants. L'une des choses aussi qui me rappelle toujours à mon souvenir, c'est l'évaluation est bien faite. Le patient mange à peu près correctement, on a posé toutes les questions, son état bucco-dentaire est approximativement correct, et puis malheureusement, ce patient s'aggrave. Et au fur et à mesure, on se rend compte que son plateau est toujours un petit peu trop chargé. Donc, on peut faire des réévaluations. Et la chose à laquelle on ne pense pas, c'est que quand on perd 1 ou 2 kilos, ce qui est déjà grave, surtout durant une hospitalisation, on ne se rend pas compte quelquefois que la physiologie, ou en tout cas, certaines choses ont changé chez le patient. Un appareil dentaire inadapté, que l'on met dans sa table de nuit et puis dans sa bouche. C'est-à-dire que quand on n'a pas de réadaptation du régime, c'est-à-dire de texture, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le patient se retrouve un petit peu bloqué. Il n'ose pas dire qu'il n'arrive pas à manger la viande, au même titre qu'Agathe disait tout à l'heure qu'il avait du mal à couper sa viande, ou la thermocelleuse de la cuisine est trop serrée, vous savez, est trop chauffée et il n'arrive pas à ouvrir systématiquement, excusez-moi, ces barquettes. Donc voilà, c'est un enjeu national, c'est un enjeu qui doit toucher et préoccuper toutes les personnes et surtout s'adapter aux patients. S'il a envie si c'est un goût sucré, si c'est un bec sucré, un bec salé, savoir s'adapter. Les modifications de goût aussi en fonction des traitements, les problèmes de dessèchement de la bouche. Donc tout doit être mis en place, adapté réellement. Nous sommes tous les acteurs de la résolution, en tout cas de ce problème qui est la dénutrition. La deuxième chose, c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure, l'efficacité et surtout l'observance. C'est-à-dire que c'est bien de mettre des compléments alimentaires, c'est bien de poser la question, mais il faut vraiment systématiquement informer le patient de l'importance de le rendre acteur
dans le cadre de sa pathologie, de sa dénutrition, en lui disant, voilà, plus vous bougerez, plus les choses s'arrangeront, en sécurité évidemment, avec un kiné. Essayez de manger, essayez de fractionner. J'ai la chance, à l'heure actuelle, dans mon service, dans une unité de cancérologie, d'avoir des petits frigos. Donc, tout à l'heure, Agathe parlait justement systématiquement d'une problématique qui sont ces phases de jeûne. À l'hôpital, vous savez, la vie du patient est rythmée en faveur, je dirais, vous savez, ce qui rythme la journée, ce n'est pas les soins, c'est l'alimentation. Vous savez, le petit déjeuner, souvent, c'est le régime le mieux toléré, le plus agréable pour le patient, certainement en fonction, vous savez, de l'éloignement des angoisses nocturnes. On n'est pas chez soi, il y a des bruits, on n'est quand même pas en sécurité automatiquement, émotionnellement à l'hôpital. Le repas du midi, c'est quelque chose qui peut encore être à 30 à 40% consommé. Et le repas du soir, souvent, est automatiquement impacté, peut-être par je suis une personne âgée, je ne dois pas automatiquement manger beaucoup. On a souvent ce genre d'idées un petit peu préconçues. À l'hôpital, maintenant, on s'adapte. C'est-à-dire que le petit déjeuner, on le met de plus en plus tôt. On met un repas du midi plutôt aux alentours de midi et demi pour respecter. On met un petit 4 heures. Alors, c'est vrai que ce petit 4 heures permet de faire une pause. C'est-à-dire que ce petit 4 heures peut être un complément nutritionnel, un complément artisanal, puisque j'ai la chance à la Pitié-Salpêtrière d'avoir une équipe de restauration qui enrichit de façon assez traditionnelle, vous savez, des crèmes aux œufs, etc., qui, sur un petit volume, qui a un goût assez habituel, c'est-à-dire de crème de grand-mère, qui peut enrichir l'alimentation. Et évidemment, le repas du soir, qui peut être adapté pour des personnes d'un certain âge. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons une multitude de régimes qui peuvent justement suivre un petit peu les desiderata des patients. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut avoir des potages enrichis. Le patient a l'habitude à la maison d'avoir un potage avec 2 desserts, et bien, sur un taux calorique beaucoup plus important, on fait des potages enrichis avec un petit peu de gruyère. Je ne dirais pas des croûtons, on n'en est pas là, mais je le souhaite un jour. Mais garder tout simplement une alimentation adaptée et adaptable aux patients. Donc, la personne, la pierre de l'édifice reste le patient et son adaptabilité, l'adaptabilité de la structure au patient pour répondre à ses besoins. En ce qui concerne les compléments nutritionnels, ils sont indispensables. Ce sont des produits qui sont réfléchis, qui sont faits de façon intelligente. Mais souvent, vous savez, on essaye où les patients le prennent à la place d'un repas. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Par contre, dans mon service, c'est vrai que j'ai des petits frigos et qu'à l'heure actuelle, depuis déjà quelques années, nous utilisons les compléments nutritionnels pour casser le jeûne nocturne. C'est-à-dire que la nuit est quelquefois un petit peu longue, soit on peut donner ce genre de complément au moment du coucher ou encore, tout simplement, quand la personne se lève, à minuit, 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, ben, on a tout simplement le réflexe de le stimuler pour lui donner un petit complément alimentaire et systématiquement briser ce jeûne nocturne. Et là, automatiquement, bizarrement, le patient se remet à manger. C'est-à-dire que ça passe aussi par des équipes bienveillantes et qui stimulent le patient. Parce que lui, quand il ne mange pas, il est confort. Plus on le stimulera, plus il arrivera à manger. Et voilà un petit peu ce que nous mettons en place. Alors, depuis janvier 2020, à croire que c'était vraiment fait exprès, nous avons eu la chance d'avoir une unité qui s'appelle l'unité transversale de dénutrition qui a été mise en place et qui nous a énormément aidés. Dans le cadre tout simplement de la survenue, vous en parliez tout à l'heure, de l'événement Covid, où très rapidement, cette unité qui est composée de 2 médecins, d'une IDE et de médecins qui sont comment je pourrais dire, formés à la prescription, à la délégation de prescription, se déplace systématiquement dans les cadres justement de dénutrition sévère et très profonde. Où, vous savez, quelquefois, les médecins sont un petit peu embêtés en se disant, bon d'accord, la nutrition entérale, ça marche, les complémentations orales, ça ne marche pas, son état se dégrade, mais est-ce qu'on peut réellement mettre une sonde nasogastrique à un patient? Un patient qui ne mange pas est un patient qui est en train de mourir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très difficile, aussi bien pour le patient, automatiquement aussi pour la famille. Et systématiquement, cette mise en place et surtout cette délégation par un groupe
formés à ça, déculpabilisent et surtout facilitent, ouvrent un petit peu les portes. Ça veut dire que l'UTDN a d'excellents résultats à l'heure actuelle, parce que là, évidemment, ce n'est pas sur une petite perte de poids, c'est sur des pertes de poids beaucoup plus importantes et des états extrêmement dégradés, qui permettent même de mettre en place automatiquement, vous savez, ce qu'on appelle, pour lutter tout simplement, une réalimentation peut induire plus d'effets secondaires que de bénéfices, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle le syndrome de rénutrition inappropriée. Et là, à l'heure actuelle, Madame, que cette unité est extraordinairement utile. Madame Jean-Baptiste, je suis désolé, je suis le gardien du temps. C'est l'exercice le plus frustrant. Merci pour qu'on puisse avoir quelques échanges et quelques questions. Merci pour cette présentation. Justement, l'étude de l'UTDN, c'est Agathe qui nous en parle maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'à la Pitié-Salpêtrière, il y a eu un travail intéressant qui a été fait sur le statut nutritionnel des personnes qui arrivent avec le Covid à l'hôpital. Alors, il s'agissait de 114 malades Covid, donc suffisamment graves pour être hospitalisés en médecine, mais pas si graves qu'ils étaient en réanimation. Ils étaient âgés de 60 ans en moyenne. 60% étaient des hommes, comme beaucoup de situations de Covid. Il y en a quand même 39% qui étaient diabétiques, et donc c'est important de noter que des diabétiques peuvent être dénutris. C'est un pourcentage qui est au-dessus de la population générale, mais l'hospitalisation en médecine était en partie en endocrino-diabétologie, ce qui l'explique. Ils avaient un IMC en moyenne à 27, et vous voyez que sur les 114 malades, il y en avait à peu près la moitié qui n'étaient pas dénutris, mais la moitié qui était dénutrie, soit une dénutrition avec une perte de poids de plus de 5% de leur poids corporel, presque 25 personnes, et une dénutrition sévère avec des pertes de poids dans 18 cas qui allaient à plus de 10% de leur poids corporel. Donc, dès l'arrivée en unité Covid et avant la sortie de l'unité Covid, les malades Covid perdent énormément de poids. C'est une maladie extrêmement anorexigène et la convalescence va être d'autant plus lente que les personnes n'arrivent pas à reprendre leur poids progressivement. Donc, un joli travail de cette unité transversale que je voulais vous montrer. Et là, je me permets juste de faire une petite information supplémentaire sur ce que vient de dire Agathe, qui va durer 10 secondes. Grâce à cette étude, on a été prêt pour la deuxième vague. Dès qu'un patient rentre, il est ciblé et automatiquement soit supplémenté, soit complémenté pour éviter de plus grandes complications. Merci pour cet éclairage. On avait parlé de dénutrition et de Covid, justement avec une autre étude dont Éric Fontaine et Marie-France Vaillant avaient assuré, notamment Marie-France Vaillant, le pilotage. Elle nous a présenté les conclusions sur 403 patients touchés par le Covid dans la première vague. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site du collectif avec notamment la vidéo de ce webinaire sur dénutrition et Covid. Alors, on a parlé du domicile, on a parlé de l'hôpital. Il est un troisième lieu où les personnes âgées peuvent être amenées à vivre. Agathe Reynaud-Simon l'a évoqué tout à l'heure. Elle a mentionné le chiffre de 730 000 personnes âgées qui vivent alors en EHPAD au sens large. C'est 600 000 en EHPAD et 130 000 en résidence autonomie, en structure d'hébergement non médicalisée. Et pour évoquer ces enjeux et cette question, j'ai plaisir à passer la parole au docteur Laure Cloarec, je le redis, qui est directrice de la politique de santé et de soins à ADEF Résidence, pour nous parler justement de la double particularité de cette prise en charge dans les EHPAD en temps normal, serais-je tenté de dire, et puis dans ce moment particulier qu'est cette crise du Covid avec les conséquences que l'on connaît sur le fonctionnement des EHPAD. Bonjour, merci pour cette belle présentation déjà faite par Agathe et Luce. Juste, je vais aller donc, bien sûr, la chose la plus importante, comme l'a souligné Agathe, c'est que les personnes arrivent soit de l'hôpital, soit parce qu'ils ont eu un problème aigu, soit d'un soin de suite et rééducation, soit du domicile. Mais comme vous en doutez, ce n'est jamais c'est le plus souvent un choix par défaut l'arrivée à l'hôpital. Donc c'est déjà une situation très compliquée pour le sujet âgé, et en plus de ça, il va avoir une autre modification très importante, c'est la modification alimentaire, car il va passer d'une alimentation maison à une alimentation collective. Ça, c'est très important. Donc bien sûr, je vais passer très rapidement, parce que ça a été très détaillé. Dès l'arrivée, il faut absolument aussi
connaître le poids du résident, son IMC, avoir un bilan biologique pour vraiment connaître son statut nutritionnel. C'est très important d'avoir un statut nutritionnel de référence dès son arrivée, parce qu'il va y avoir tout un phénomène d'adaptation au monde de l'EHPAD, à ce monde collectif qu'il ne connaît pas, et souvent il met au moins un mois à s'adapter. Et il faut souligner aussi qu'en EHPAD, on a environ 70% des personnes qui ont des problèmes cognitifs, ce qui va rajouter encore un problème d'alimentation avec des troubles du comportement alimentaire. Donc, bilan initial, suivi, dépistage, et surtout quelque chose d'excessivement important qu'a souligné Luce, c'est ce travail d'équipe qui va être essentiel dès le départ entre le soin, avec le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, les infirmiers, les soignants, quels qu'ils soient, tout le personnel hôtelier et bien sûr le chef qui fait la cuisine. Pourquoi c'est si important? Parce que quelque part, vous vous en doutez, quel que soit leur niveau de dépendance, la possibilité d'avoir du plaisir en mangeant persiste. Et comme l'a dit aussi Agathe, ils peuvent rester en fonction de leur parcours 9 mois, 1 an, 2 ans en EHPAD. Vous doutez bien que là, le repas devient encore plus un des rares moments de plaisir dans la journée qu'ils attendent. Alors, est-ce que le plaisir est toujours au rendez-vous en EHPAD? On s'est aperçu que ce n'était pas toujours le cas. En particulier, il y a énormément de gâchis alimentaires, puisqu'on dit environ que soit 37% de l'alimentation servie est jetée. Donc, il y a énormément de travail à l'heure actuelle pour essayer de comprendre pourquoi justement il y a une telle dénutrition en EHPAD, puisque c'est autour de 35%, et quelles sont les pistes d'amélioration. Alors tout d'abord, bien sûr, en EHPAD, on peut jouer en temps normal, et ça c'est important, sur l'environnement, avoir une belle salle à manger, une belle table, quelque chose d'agréable, une ambiance vraiment conviviale, et surtout ne pas manger seul, mais manger avec les autres et être entraîné pour manger. Et pour les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, bien sûr, d'avoir suffisamment de personnes pour l'aide alimentaire, en particulier lorsqu'elle est complète. Et après, nous avons aussi beaucoup d'autres pistes en EHPAD. Et la première étant, pour que ça marche, pour que l'équipe puisse vraiment avoir un axe efficace, c'est la formation. Mais la formation non seulement de tout le personnel, mais aussi de toute l'équipe de cuisine, qu'elle comprenne l'enjeu de la dénutrition et l'importance de faire une alimentation enrichie, plaisir. Et ça, vraiment, j'insiste sur le mot, on ne pourra pas lutter contre la dénutrition sans apporter du plaisir en EHPAD. Et il faut travailler avec le chef gérant, il faut que le soin parle avec le chef gérant, et c'est excessivement important. Et donc, le chef, à partir de là, il peut vraiment faire de l'alimentation enrichie plaisir pour lutter contre cette dénutrition. Il peut en particulier adapter les goûts, utiliser des leviers sensoriels en optimisant le goût, l'arôme, faire des bonnes textures et surtout faire aussi des présentations très agréables qui donnent envie de manger. On dit souvent, on veut les 3 couleurs dans l'assiette pour donner envie de manger. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute une formation des soignants autour et de ceux qui servent à table aussi, pour aussi activer la mémoire sensorielle des résidents pour qu'ils aient envie de manger. Donc, il y a toute une formation. Là, on présente l'assiette, on dit ce qu'il y a dans l'assiette, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur fonction cognitive. Et le fait, rien que de dire, je vous sers un bœuf bourguignon avec des petites carottes, hop, ça fait tout de suite référence, un peu comme la Madeleine de Proust, et ça leur donne envie de manger. Donc, il y a plein de choses, plein de pistes comme ça. Un, bien sûr, c'est laisser le temps aux résidents de manger. Ça, c'est excessivement important. Donc, l'organisation du repas, heure et durée de repas, aide alimentaire efficace, on en a parlé, mais il y a aussi s'adapter au profil de mangeurs, et ça c'est important. Nous avons des petits, des moyens et des gros mangeurs, et c'est important d'adapter les portions, parce que si vous apportez une assiette trop remplie à un petit mangeur, il va la refuser. Mais par contre, il faut lui apporter aussi tous les nutriments dont il a besoin. Donc on va jouer sur la densité nutritionnelle et non sur le volume. Sur la densité, c'est excessivement important de lui apporter tout ce dont il a besoin dans un petit volume. Et aussi, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pistes de recherche sur la restructuration de la journée alimentaire pour plus donner dans la première partie de la journée, en particulier au déjeuner et au petit déjeuner et au déjeuner, plutôt qu'au dîner, où il y a énormément de gâchis alimentaires.
Et il faut aussi redonner, bien sûr, toute la place essentielle du cuisinier, parce qu'il y a maintenant plein de nouvelles méthodes pour aussi cuisiner et donner du plaisir dans l'alimentation, non seulement en faisant une cuisine traditionnelle et régionale, mais en jouant aussi, grâce à plein de techniques culinaires, à de l'alimentation beaucoup plus gustative et beaucoup plus facile à manger pour les résidents. Je voudrais insister sur un projet qui a lieu à l'heure actuelle, qui s'appelle Maison gourmande et responsable, et qui justement va impliquer plus de 500 établissements qui sont répartis dans toute la France, qui intéressent à la fois les établissements privés, associatifs et publics, j'insiste, et qui justement a commencé donc il y a plus d'1 an. Et quel est l'objectif ? Vous allez comprendre très vite qu'il se vraiment cale complètement sur tout ce que je vous dis, parce qu'il faut améliorer la satisfaction des personnes âgées dans le cas de leur alimentation. Comment ? En diminuant le nombre de personnes en état de dénutrition, mais on va réduire le gaspillage alimentaire, et l'objectif, c'est de le réduire de 30 à 50% pour remettre de la qualité dans l'assiette. Le but de lutter contre le gâchis alimentaire n'est pas d'avoir un levier financier en tant que tel, c'est un levier financier qui sert à remettre la qualité dans l'assiette, remettre des bons produits, jouer sur les circuits courts, s'adapter à ce que veulent les résidents. Et ça, c'est très important d'avoir des commissions menus qui vont recueillir les souhaits des résidents. Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur alimentation et qu'est-ce qu'ils veulent quand vous leur posez la question? Leur réponse est la plupart du temps, je veux une alimentation comme à la maison. Donc, c'est très important, ce qu'a dit tout à l'heure Luce, on va aller de plus en plus, ça va être une révolution dans les années à venir dans le monde de la restauration collective et des EHPAD, d'aller d'une restauration collective à une restauration de plus en plus personnalisée au goût du résident, sinon on n'arrivera jamais à lutter contre la dénutrition en EHPAD. Et pour insister aussi sur la dénutrition en EHPAD, quelque chose est très important, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont données en enrichi, aussi on donne des compléments nutritionnels oraux, mais on essaie surtout en EHPAD vraiment de donner une alimentation enrichie, plaisir, dans l'alimentation usuelle du résident. Ça, c'est excessivement important. Voilà un peu là ce que je voulais dire sur ce monde des EHPAD, où on va de plus en plus aller vers une personnalisation, et ça, c'est très important. Et j'espère qu'on va y arriver très vite, mais c'est sûr que c'est un gros challenge dans la restauration collective. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, merci docteur, merci à toutes les trois d'avoir pu tenir le temps de vos interventions. Je vous rappelle que vous pouvez naturellement nous envoyer vos questions par les modalités habituelles sur Vimeo et sur Zoom. La première que j'ai un peu envie de poser, je rebondis sur ce que disait le docteur Cloarec tout à l'heure. On voit bien que ce soit à domicile, en établissement ou à l'hôpital, vous nous avez dit, s'il n'y a pas le plaisir de l'alimentation, alors la lutte contre la dénutrition est plus compliquée. Question un peu délicate, on sent bien, sans hiérarchiser, à l'hôpital, peut-être plus qu'à l'EHPAD, qu'il y a du mal à faire prendre conscience à cet enjeu de l'alimentation, que le repas est un élément du soin à part entière. Je pense à un avis du Conseil national de l'alimentation qui a été remis en juillet 2017, qui était assez tonitruant et qui avait des propositions assez fortes sur la nécessité de repenser totalement, y compris l'organisation humaine, l'organisation architecturale. Pourquoi est-ce que je dois prendre mon repas en chambre à des heures précises? Est-ce que je ne peux pas avoir le choix, y compris dans mon menu? Est-ce que vous ne pensez pas, alors on a le même type de difficulté à domicile, comment on réintroduit du plaisir, là où il y a parfois de l'isolement et moins de convivialité. Dans les EHPAD, on voit que le mouvement est engagé parce que c'est des gens qui sont durablement présents. C'est quoi le changement de braquet que vous appelez de vos voeux pour que ce soit en termes de budget, en termes de moyens et d'organisation architecturale, on arrive plus et mieux à faire de l'alimentation un élément à part entière du prendre soin? Je ne sais pas qui veut… Commençons par l'hôpital peut-être.
Alors, c'est vrai que l'alimentation est un soin, c'est indéniable, hein. On a, à l'heure actuelle, c'est vrai, des outils qui nous permettent en tout cas de personnaliser l'alimentation. On a la possibilité, quand un patient, je vais dire quelque chose d'épouvantable, est en soin, est en examen, ben, de lui garder son plateau, de le mettre à côté et de pouvoir tout simplement le mettre à bonne température et lui donner au moment où il rentre. Le tout, c'est qu'on est dans une énorme structure, une structure qui est un petit peu rigide, comme une vieille dame que l'on ne peut pas automatiquement traumatiser, même si on essaye de faire une adaptabilité. Donc, je dirais oui, j'aimerais avoir vraiment à l'instant T, faire plaisir aux patients. On peut le faire dans certaines structures bien particulières, avec certaines pathologies, comme la cancérologie, mais ça reste quand même extrêmement problématique, hein, par manque humain. Vrai sujet. J'en profite hein, pour saluer notre ami Michel Delaunay, l'ancien ministre des Personnes âgées, qui, je sais, assiste à ce webinaire, qui interviendra demain aux côtés d'Éric Fontaine et Joseph John Baranès sur cette question de la prévention de la dénutrition et notamment à destination des personnes âgées. Je sais qu'elle aura aussi des choses passionnantes à nous dire. Alors, Agathe, à domicile, comment réintroduire ce plaisir de l'alimentation et cette convivialité? En fait, par ce biais-là, on pose la question de la place des personnes âgées dans la société et de la manière dont on les accompagne, pas uniquement sur cette problématique de la dénutrition. On pose en effet la question de la place des personnes âgées et si tu le présentes comme ça, en fait, c'est il ne faut pas imposer aux personnes âgées quelque chose qu'ils ne ressentent pas. On ne peut pas dire, ben voilà, on va le peser, on va le nourrir. Il faut que la personne, on lui explique quel est le problème. Il faut qu'elle s'approprie l'idée d'avoir envie d'aller mieux. Il faut qu'elle s'approprie le concept de convalescence. Il faut qu'elle choisisse ses aliments et l'heure à laquelle on va manger. La difficulté, c'est que l'alimentation, c'est à la fois un soin, et je suis bien placée pour dire que c'est un enjeu médical très important et en même temps, c'est aussi quelque chose d'intime qui doit correspondre à soi-même. Et donc, si on veut faire du soin correct sur le plan nutritionnel, il faut commencer par travailler finalement avec la personne soignée en premier. Quand je suis en consultation et que je comprends que la personne a perdu du poids, qu'elle n'a pas beaucoup d'appétit, la première chose que je dis, voilà, on va parler par exemple d'une collation. Est-ce que ça vous dirait de prendre une collation dans l'après-midi? Bon, potentiellement, ça passe. Et à ce moment-là, je dis, qu'est-ce qui vous ferait envie à ce moment-là? Si c'est à ce moment-là qu'elle va parler de ce dont elle a envie et comprendre l'enjeu de mieux s'alimenter. Ensuite, on va pouvoir discuter ensemble sur les possibilités, oui ou non, de manger. Donc, je pense que l'idée de faire de la personne concernée la première décisionnaire, je pense que c'est quand même un enjeu particulièrement à domicile. Je veux bien rebondir sur ce que dit Agathe parce que c'est excessivement important. Je pense qu'en effet, même en EHPAD, vous voyez, où on a énormément de personnes qui ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement alimentaire, la piste essentielle, c'est bien sûr remettre de la qualité dans l'assiette, mais surtout redonner du choix. Ne serait-ce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on propose un choix, ne serait-ce qu'entre 2 entrées et 2 plats, et il y a certains EHPAD qui le font systématiquement maintenant, tous les jours, qui s'arrangent, et à partir du moment où il y a du choix, le résident redevient acteur de sa propre alimentation et du coup, ça lui donne envie de manger. Il n'est pas passif, il est acteur. Donc, la liberté de choix, alors bien sûr, dans une restauration collective, ce n'est pas facile, mais on peut tout à fait trouver des pistes et il y a des chefs qui arrivent très bien à vraiment systématiquement proposer ce choix, faire un choix de minimum entre 2 entrées, minimum tous les jours entre 2 plats et légumes. Pour bien sûr le fromage, les laitages et les desserts, c'est beaucoup plus facile. Il y a autre chose en EHPAD aussi sur lequel je souhaite alerter, parce que ça a été montré par Maison Gourmand de responsables. On retrouvait bien sûr des taux de dénutrition autour de 35%, mais souvent, il y a un défaut d'aide alimentaire qui est souvent excessivement important. Et ça, je tiens à alerter les pouvoirs publics là-dessus, parce que bien sûr, on ne peut pas, des gens qui sont en alimentation, qui sont complètement, qui ont perdu toute autonomie à l'alimentation, ils ont besoin d'une personne qui les aide. Et à l'heure actuelle, en moyenne, on a retrouvé qu'il y avait un aidant pour 5, ce qui est totalement impossible d'aider 5 personnes en alimentation. Donc l'aide à l'alimentation en EHPAD est aussi excessivement importante, que ça soit de l'aide partielle, hein, ça peut être juste peler un fruit, ouvrir un opercule,
couper un peu de viande, mais tout ça, ça peut aider le résident à vraiment consommer son alimentation et donc lutter contre sa dénutrition. Mais les deux mots, c'est, je suis d'accord avec Agathe, plaisir, plaisir et choix de l'alimentation pour redevenir acteur. Je rebondis sur la question du choix. Dans les EHPAD, qui sont la résidence de la personne, et c'est peut-être plus compliqué à l'hôpital, est-ce que le choix, il peut aller non seulement dans le choix des menus, mais dans l'horaire auquel je mange et dans le lieu où je mange? Parce qu'on peut avoir envie de manger en chambre, on peut avoir envie de manger à l'étage dans une petite unité, une cafétéria de proximité ou dans le restaurant collectif. Je recite l'avis du Conseil national de l'alimentation et on voyait bien que ça bouscule considérablement, y compris l'organisation architecturale, notamment des hôpitaux. Alors les EHPAD, eux, il y a cette possibilité, il y a la chambre, il y a de plus en plus à l'étage des petits salons, parfois avec des cuisines où on peut manger, et puis le restaurant au rez-de-chaussée où on peut partager ensemble. Et puis il y a évidemment la question que vous venez de mentionner, c'est les moyens humains, soit à l'hôpital ou à l'EHPAD, pour pouvoir permettre que l'accompagnement à l'alimentation puisse se faire. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on tire le fil du sujet des nutritions, on tire le fil en partie des moyens humains, logistiques, d'accompagnement des personnes âgées dans les établissements, à l'hôpital et puis aussi à domicile, où il y a la question de la lutte contre l'isolement. Je risque d'être plus dénutri si je suis tout seul. Et comment est-ce qu'on va vers des personnes qui sont potentiellement… C'est ce en quoi la dénutrition est un sujet passionnant parce qu'il est en soi essentiel. Et puis derrière, c'est tout l'environnement, tout l'écosystème qui est questionné. Je ne sais pas si vous voulez compléter dans une sorte de conclusion. Alors, on avait une question très, très précise. Est-ce que l'une d'entre vous qui l'a mentionné pourra indiquer, on le mettra sur le site, les références de l'étude BEDOC que vous avez mentionnée de 2020? Voilà, un de nos spectateurs nous pose cette question. Si vous l'avez, communiquez-la tout de suite et sinon, on la mettra sur le site. Elle était de toute façon en référence. Voilà. Et puis, je vous laisse un mot de la fin à l'une et à l'autre. Enfin, à l'une, aux trois d'ailleurs. Alors, je vais peut-être commencer. Je pense que c'est l'enjeu de la prévention, il est beaucoup à domicile. La plupart des personnes âgées sont à la maison et vont bien, et on voudrait que ça continue comme ça et pas les faire rentrer dans une spirale d'affaiblissement, de perte d'autonomie. Donc, surveiller vraiment les personnes âgées qui sont à domicile et agir dès qu'ils ont perdu 3 kilos, 5 kilos, c'est déjà une bonne chose. Merci Agathe. Madame Jean-Baptiste? Écoutez, je dirais exactement comme Agathe. L'intérêt, c'est de garder son autonomie et ne faire qu'un séjour court et en tout cas garder ou conserver automatiquement son autonomie, aussi bien physique que nutritionnelle, pour rentrer chez soi et pas automatiquement aller vers une autre structure. Docteur Clorec? Je pense qu'on est vraiment à une période, surtout qu'on n'a pas tellement parlé du Covid aussi, mais qui fait beaucoup réfléchir sur la façon aussi d'alimenter les résidents. Et je pense qu'on va être vraiment… il va y avoir une révolution, je pense, on va dire, dans la cuisine des EHPAD. On va beaucoup plus impliquer, repositionner le chef cuisinier au cœur du projet nutritionnel pour qu'il nous aide véritablement à aller vers de l'alimentation plaisir et le plus possible personnalisé donc, aux résidents pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout pendant les quelques mois, les quelques années qu'il va vivre en EHPAD et pour toujours avoir ce plaisir à table. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je remercie Ida Elko, Isabelle Pio pour l'accueil et la réalisation technique. Merci à vous trois. Merci à Ludmila Charlier du collectif qui a préparé ces différents webinaires et notamment celui-ci. Alors, le prochain a lieu demain à 14h30, toujours en direct. Toujours la possibilité de les voir plus tard. Il portera sur prévention de la dénutrition. On parlera notamment des enjeux d'activité physique, de dépistage bucco-dentaire et tous les autres éléments qu'on a évoqués là sur la prévention.
avec Joseph John Baranès, un chirurgien dentiste, Éric Fontaine, un professeur de nutrition et le président du collectif, et avec Michel Delaunay, avec sa vision 360. On se retrouvera également, donc ça c'est demain à 14h30, ce n'est pas l'horaire habituel. On se retrouvera mercredi à 11h pour un webinaire sur dénutrition et cancer. Et en attendant, il y a beaucoup d'autres événements, et j'en profite là pour signaler dans le prolongement de cet échange-là, un webinaire qu'organise l'Association des jeunes gériatres le 18 novembre, c'est-à-dire mercredi à 19h. Donc, allez sur le site de l'Association des jeunes gériatres et pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y a plein d'initiatives partout en France. Et puis surtout, continuer, comme dit Éric Fontaine, à faire du bruit sur la semaine de la dénutrition, parce que plus on parle de dénutrition, plus tous les enjeux qu'on a pointés ont des chances d'être entendus par ceux qui ont la possibilité de décider. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous trois et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup.